Mesdames, Messieurs, nous allons prendre une trentaine de minutes pour vous parler de l'impact de la pandémie de la COVID-19 et les leçons apprises en Afrique de l'Ouest. Nous allons suivre comme plan le suivant: l'ampleur de la pandémie en Afrique de l'Ouest, les mesures de mitigation, stratégie de riposte en Afrique de l'Ouest, et nous reviendrons sur les impacts sanitaires et socio-économiques, quelques leçons apprises, des perspectives et remarques finales. L'ampleur de la pandémie. Il faut noter que c'est le 30 janvier 2020, l'OMS déclare le COVID-19 comme une urgence de santé publique de portée internationale. Tous les pays du monde sont en alerte. Et le 14 février 2020, il y a eu la première réunion des ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest sur le COVID-19 à Bamako, au Mali. Il y a eu un plan régional de préparation de riposte au COVID-19 de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Il faut dire qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une structure qui s'appelle Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, basée à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, et la branche de surveillance épidémiologique est basée à Abuja, au Nigeria. Et chaque pays de l'Afrique de l'Ouest se dote alors d'un plan de préparation et de réponse. 28 février 2020, c'est la notification du tout premier cas de COVID-19 en Afrique. Et ça a été fait en Afrique de l'Ouest, et c'était le Nigeria. Ensuite, deuxième et troisième cas par le Burkina Faso le 2 et 3 mars 2020. 23 avril 2020, il y a eu le sommet de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a eu un engagement au plus haut niveau dans les pays, et le président Buhari du Nigeria a été nommé champion de lutte par ses pairs de la sous-région. Il y a eu la création de différents comités, comité santé, comité transport logistique, parce que comme vous le savez, le transport a été essentiellement affecté par cette pandémie. En mai 2020, confinement obligatoire et des mesures non pharmaceutiques ont été prises, port de masques, limitation des événements, fermeture des écoles, fermeture des frontières aériennes et terrestres. On a vécu dans ce contexte jusqu'en juillet 2020, où il y a eu des allègements des mesures, début d'ouverture des frontières aériennes. Il faut mentionner que le Cap-Vert a été le dernier pays à ouvrir ses frontières aériennes en fin octobre 2020. Jusqu'à présent, les frontières terrestres restent toujours fermées. Si nous voyons la situation épidémiologique, vous voyez les pays de la CEDEAO. CEDEAO, c'est l'Afrique de l'Ouest, disons. Alors, mentionné ici en rouge, vous avez les pays qui ont le plus grand nombre de cas confirmés, le plus grand nombre de décès. Mais à droite, vous avez donc ce tableau à droite qui montre les cas guéris et les cas actifs. Et dans ce tableau, toujours à droite, vous avez les taux de létalité, c'est-à-dire la capacité du virus de tuer, et les pays les plus touchés, en tout cas qui ont de forts taux de létalité, c'est ça qui est mentionné en couleur ici. Le Libéria vient en tête, le Niger, Guinée-Bissau, la Gambie, le Mali, et regardez avec le grand nombre de décès, évidemment, par rapport au cas, le Nigeria a un taux de létalité de 1,62 et certains pays comme la Côte d'Ivoire, 0,61.
situation épidémiologique toujours, cette donnée date, j'allais dire, d'hier, c'est-à-dire à la semaine 41, fournie par l'OAS, c'est-à-dire la branche de surveillance épidémiologique qui est à Abuja. Alors, notez que quand on dit semaine 1 ici, les cas ont commencé à partir de la semaine 3, là. Ce n'est pas la semaine 3 de l'année, c'est la semaine 3 de notification épidémiologique de l'OAS. Et ça, nous l'avons dit, les premiers cas, c'est autour de 28 février. Donc, vous voyez, à partir du 28 février, on a eu les premiers cas et les cas ont augmenté sérieusement avec un pic. Et nous étions à l'aise en disant, voilà, il y a une bonne rechute. Effectivement, il y a une bonne rechute jusqu'à la semaine 32, 33. Mais cette dernière semaine-là, oh, ça commence par monter un tout petit peu et la toute dernière semaine, ça a monté. Alors, on se demande, est-ce que on est en train de partir vers une seconde vague? En tout cas, cette augmentation s'explique parce que cette dernière semaine, en Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de mouvements de population dû à des élections. Il y en a eu au Burkina, il y en a eu en Guinée, il y en a eu en Côte d'Ivoire. Dû à des déplacements de leaders d'opinion. Le président de la République au Bénin a fait une tournée dans tout le pays. Donc, ces mouvements peuvent expliquer que nous ayons cette augmentation. Alors, les prochaines semaines, attention, nous pouvons avoir des préoccupations sérieuses. La situation épidémiologique, toujours, regardez ça, on en a déjà parlé, c'est la distribution des décès en Afrique de l'Ouest par pays, ok. Et quand on prend les taux de létalité, on a ici le Libéria, on l'avait vu tantôt, qui avait un fort taux de létalité. Le Niger, ça veut dire que la prise en charge des cas dans ces pays n'est pas très bon. La Gambie, voilà, Sierra Leone, ils sont tous à plus de 3% de taux de létalité. Donc la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Ghana, c'est moins de 1% de taux de létalité. Quelles sont les mesures de mitigation et les stratégies de riposte? Schématiquement, c'est la stratégie des 3T, c'est-à-dire le testing, laboratoire, tracing, suivi des contacts et le traitement, la prise en charge. Alors, le testing, dès que COVID-19 est arrivé et qu'on a des capacités de faire le diagnostic de laboratoire, il y a eu plus de 130 laboratoires COVID-19 dans la région du CEDEAO. OK? Il faut aussi dire que, évidemment, quand on teste, OK, pour déclarer que c'est un cas, il y a la définition des cas, c'est-à-dire qu'on commence toujours comme dans toute surveillance, il faut définir des normes pour que tout le monde puisse déclarer les mêmes choses. Donc, on a les cas suspects, les cas probables et les cas confirmés. OK? Une fois qu'on a fait le test et qu'on a pu dire voilà des cas confirmés, attention, il y a le tracing, c'est-à-dire suivi des contacts. Okay. À domicile, cela se fait dans 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Il y a même des structures non médicalisées, vers Gambie, Sénégal, qui font donc le suivi des contacts. Et puis, il y a le traitement médical dans tous les pays. Il y a encore des structures non médicalisées qui donnent un coup de main pour faire le traitement. Et on fait les isolations à domicile. Alors, je dois donner ma petite expérience dans ce cas. Je vous parle de Bénin, mais je suis arrivé du Burkina Faso il y a un peu plus d'1 mois. Et dès que je suis arrivé au Bénin, je suis tombé dans ma famille, je suis allé je suis allé prendre mon petit-fils, son papa, sa maman, tout le monde avait Covid-19.
immédiatement, dès que le résultat a été confirmé. Là où moi j'habite, le lendemain matin, l'équipe est venue faire les tests, nous a mis sous traitement prophylactique à la chloroquine et Dieu merci, que 2 jours après on a eu les résultats, personne d'autre n'a été contaminé. Ceux qui étaient contaminés, malades, ont été guéris. Alors, toujours dans la stratégie de riposte, on a parlé tout à l'heure du dépistage et les tests. La grosseur des boules ici montre la capacité donc, de faire des tests. Donc, le Nigeria, le Ghana plutôt, en vert ici, a installé un bon système de dépistage. Pas mal aussi le Bénin, et ce que j'ai vu personnellement, c'est qu'il y a une semaine, je suis revenu au Bénin passant par l'aéroport et il y a un dispositif impressionnant de dépistage à l'aéroport et puis si vous êtes positif, il y a un suivi, le tracing à domicile. Dans les stratégies de riposte, il y a des interventions, j'allais dire, non pharmaceutiques qui ont été mises en place en Afrique de l'Ouest. Tous les pays ont fait la promotion de la distanciation. Et il faut dire tantôt que nous suspectons que cette distanciation soit un peu négligée ces dernières semaines. Et c'est ça qui nous fait voir des remontées. Promotion de masse, tous les pays ont fait. Limitation des événements publics, tous les pays ont fait. Le couvre-feu, c'est spécial. Au Burkina Faso, par exemple, il y a eu le couvre-feu. Ça consiste à dire que toute la population, à partir d'une certaine heure, disons 19 heures, la population ne sort plus. Donc, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant la nuit. Et les militaires sont donc dans la rue pour surveiller cela. Le Burkina a fait donc le couvre-feu pendant la période forte de l'épidémie. Tout le monde, la plupart des pays plutôt, fait le confinement. Les frontières terrestres et aériennes ont été fermées, sauf au Bénin. Évidemment, quand tous les pays tout autour du Bénin ont fermé leurs frontières, le Bénin n'avait plus besoin de fermer quoi que ce soit. Mais il avait fait le choix de ne pas fermer ses frontières. Mise en quarantaine, quand on arrive à l'aéroport, tout le monde a pu faire ça, ainsi de suite. Et voilà, on a donné les dates d'ouverture des frontières, j'allais dire, aériennes, tentative de date. Toujours dans les stratégies de riposte, quelques mesures de mitigation au plan économique. Alors, les économies ont été fortement perturbées. Il y a eu des programmes dans la sous-région qui ont appuyé les pays, les structures. Au Bénin, par exemple, il y a le lancement du programme économique de résilience des entreprises. Et ça, c'est la Chambre de commerce et la compagnie MTN de téléphonie qui se sont occupés de ça pour donc aider les structures à ne pas tomber en faillite pendant cette période de pandémie. Le gouvernement ivoirien a aidé donc le secteur du cacao et du café dans toute la CEDEAO, c'est-à-dire toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu un dispositif d'accompagnement des entreprises affectées par la crise. Il y a déjà eu une cotation des entreprises pour savoir lesquelles ont été vraiment affectées. Et la BOAD, ça c'est la Banque ouest-africaine de développement aussi, a mis en place un dispositif pour permettre de donner des ressources à moyen terme à des structures. Donc, concernant le plan économique, voilà ces mesures de mitigation qui ont été faites. Après ces mesures de mitigation, on veut aborder un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme impact sanitaire et surtout socio-économique.
en termes d'impact sanitaire, on va voir qu'est-ce qu'il y a eu comme impact, enfin, qu'est-ce qui a influencé la demande des services et l'offre, c'est-à-dire la prestation des services. La demande des services, quand il y a restriction des mouvements, quand on dit couvre-feu, c'est que personne ne sort. Donc, s'il y a une femme qui doit accoucher la nuit, il y a couvre-feu, ah, ça c'est compliqué. On dit de ne pas bouger si vous êtes dans un village, dans un confinement, il y a l'hôpital qui est à 50 km, vous ne pouvez pas y aller. Donc, la restriction des mouvements a eu une forte influence sur la demande des services. La perte des revenus, évidemment, si on n'a pas de revenus, les services sont payants, tout le monde n'a pas d'assurance. Les services sont payants, donc perte de revenus, on peut influencer sur la demande des services. Et toutes les préoccupations qu'on avait sur Covid-19 font que, bon, on limite la demande des services, on ne veut pas aller se soigner. Concernant la prestation, attention, nous avons mobilisé toutes les capacités des établissements de santé pour faire des soins de Covid-19. On était focalisé sur Covid-19, donc les autres pathologies sont, j'allais dire, négligées. On a redéployé tout le personnel médical pour s'occuper de morbidité et mortalité, ok? Et puis, même la chaîne d'approvisionnement a été affectée. Donc, c'est un peu ça les aspects, j'allais dire, négatifs. C'est ça qu'on vient de dire. Trop d'accent mis sur Covid-19 et abandon des autres demandes de soins. Et la surveillance des maladies, l'isolement et les soins de soutien sont difficiles sans qu'il y ait une assistance externe en raison de la faiblesse de nos systèmes de santé. Il faut dire que nos pays déjà touchés par le VIH, tuberculose, palud, c'est les grandes pathologies qui nous préoccupaient. Ces pays peuvent encore connaître davantage de décès si on ne fait pas attention et qu'on se focalise énormément sur la pandémie. Il y a quand même eu des aspects positifs, c'est bizarre, c'est le développement de la télémédecine. Il y a des collaborations entre hôpitaux, j'allais dire en Afrique de l'Ouest et des hôpitaux du Nord. On envoie des malades pour des opérations. Depuis que les voyages sont limités, mais il y a des enseignements à distance, il y a la téléassistance chirurgicale. Plus récemment, il y a une émission qui est passée sur France 24. Des chirurgiens, dans le cadre de la chirurgie cardiaque, assistent leurs homologues dans la sous-région pour faire des opérations à distance. Et ça, c'est des aspects, bon, qu'on peut appeler positifs. Impact socio-économique, il y en a beaucoup. Je vous signale très rapidement que déjà le 15 avril, le FMI notait que la croissance en Afrique subsaharienne devrait s'établir à moins 1,6%. Le niveau le plus jamais enregistré, soit une révision à la baisse de 5,2%. Le pourcentage par rapport à ce qu'on a connu il y a 6 mois. La Banque mondiale, au 9 avril 2020, trouvait que la croissance du PIB en Afrique subsaharienne pourrait chuter brutalement, passant de 2,4 en 2019 à moins 2,1 et moins 5,1 en 2020. La Commission de l'Union africaine, le 6 avril 2020, le président indique une croissance négative c'était de 3,4 à maintenant moins 0,8 et moins 1,1. McKinsey, 6 avril aussi, mentionne que le PIB en Afrique diminuera de 3 à 8 points de pourcentage, passant de 3,9 en 2019 à entre 0,4 et 3,9 dans le scénario le plus
pessimiste. Donc, vous voyez, il y a des éléments qui montrent que vraiment l'impact est négatif. La Banque africaine de développement, Oxford Economy, Brookings Institute, l'ONU-CEA en avril 2020 disait aussi que les perspectives du PIB de l'Afrique devraient passer de 3,2 en 2019 à 1,8, entre 1,8 et moins 2,6 en 2020, en fonction donc de ce qu'il y a comme réponse politique. Alors, c'est un peu un graphique qui montre l'évolution du taux de croissance. C'est pessimiste. Tout ce qui est en vert, ça veut dire que c'est avant COVID-19. Dans les scénarios les plus optimistes, c'est ça qui est en bleu. Et les scénarios les plus pessimistes, si vous voyez en Afrique de l'Ouest, le cas qui nous concerne, voilà les scénarios les plus pessimistes. Toujours impact socio-économique, commerce extérieur, commerce et chaînes d'approvisionnement, en particulier pour les économies qui dépendent trop du commerce, ont été perturbées en raison des problèmes logistiques. Les prix de pétrole ont fortement chuté d'environ 50% à la suite de la pandémie de COVID-19. C'est pire que le dernier choc pétrolier. Au minimum, les pertes de revenus pétroliers sont estimées à 35 milliards de dollars en 2020. L'Afrique est confrontée à une double crise sanitaire et économique qui risque de submerger les systèmes de santé, de détruire les moyens de subsistance et de ralentir les perspectives de croissance de la région pour les années à venir. En 2019, avant la survenue de COVID-19, le continent avait déjà connu un ralentissement de la croissance, et de la réduction de la pauvreté en général, malgré d'importantes disparités entre les pays. La crise actuelle risque donc d'anéantir tout ce qu'on a fait comme progrès jusque-là. Plusieurs dettes nationales africaines étaient relativement faibles avant la survenue de la crise actuelle. Voilà, on dit que les pays africains ont en moyenne un ratio de dette PIB de 60%, à l'exception de 4 pays, Soudan, Érythrée, Cap-Vert, Mozambique, où ce ratio est supérieur à 100%. Les pays exportateurs de pétrole et ceux ayant auparavant bénéficié d'une annulation de leurs dettes ont été les moteurs de l'accumulation rapide de la dette publique en Afrique. Des pays exportateurs de pétrole comme Angola, Cameroun, Tchad, Gabon et Guinée équatoriale ont vu leur ratio dette PIB plus que doubler en 2018 par rapport au niveau de 2010. Les déficits budgétaires s'étant creusés vers la fin de la flambée des prix des produits de base en 2014. Pour les produits de base, les prix de produits de base ont considérablement baissé aussi de plus de 67% des exportations africaines. L'inflation, alors là, l'inflation a brusquement augmenté dans de nombreux pays. Nigeria à 12,56%. Soudan, c'est allé jusqu'à 136% en juin 2020, c'est-à-dire pendant la crise, contre 114% le mois précédent, ceci atteignant le plus haut niveau jamais connu, c'était en décembre 1993. Concernant les recettes fiscales et financements extérieurs, ces recettes fiscales et non fiscales ont été négativement affectées par les verrouillages qui ont gravement touché les secteurs de l'économie. On prévoit que l'aide publique au développement et l'investissement direct à l'étranger, les entrées d'investissement de portefeuille et les envois de fonds vers l'Afrique diminueront en raison d'une contraction ou d'un ralentissement anticipé des économies.
Les envois des fonds vers les pays africains devraient baisser de 23,1% en 2020. Les flux mondiaux d'investissement direct à l'étranger devraient baisser entre moins 5% et moins 15% par rapport à la projection précédente de croissance marginale de la tendance des IDE pour 2020-2021. Dans le secteur agricole, les restrictions aux frontières ont entraîné des pénuries. Il faut rappeler que pourquoi ces restrictions aux frontières vont entraîner des pénuries de main-d'œuvre. C'est parce que certains pays quittent, certains habitants, ouvriers agricoles quittent un pays pour aller travailler dans un autre pays. Exemple, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, tous les champs de cacao, de café, c'est essentiel. En Côte d'Ivoire, c'est essentiellement cultivé par des Burkinabés qui quittent le Burkina Faso, un pays frontalier, pour aller travailler en Côte d'Ivoire. Donc, restriction de frontières, ça a une répercussion directe sur la main-d'œuvre. La crise alimentaire est susceptible de prévaloir et la production agricole devrait aussi être entre 2,6 et 7% dans le scénario avec des blocages commerciaux. Secteur industrie, construction des mines, fabrication d'industrie, il faut dire que dans le secteur industriel et manufacturier, dans la période pré-COVID-19, c'était au point mort en raison de la baisse de la demande, des pénuries de matières premières, du clôture des frontières et des ports, de l'augmentation des coûts. Dans la construction en Afrique devrait baisser de 6%, entre 6% et 5,4% en 2020 en raison de fermetures dans les pays partenaires. Pour ce qui est de l'exploitation minière, perturbation de la demande de matières premières africaines, notamment les minerais de fer, manganèse et chrome. Voyage et hôtellerie, alors c'est vraiment le secteur le plus touché. Okay. Sur le continent, on pense qu'on va perdre plus de 50 milliards de dollars. Okay. Et au moins 7,6 millions d'emplois directs et indirects. Les compagnies aériennes perdraient environ 8,103 milliards de dollars de revenus pour 2020. Entre parenthèses, mon dernier voyage de Burkina au Bénin, l'avion contenait autour d'une dizaine de personnes au lieu de 125, 130 habituellement. Les industries de l'hôtellerie en Afrique sont plus menacées que les autres secteurs en raison du grave impact des mesures de verrouillage et de fermeture des frontières. Pauvreté et vulnérabilité, il faut compter entre 28,2 millions et 49,2 millions d'Africains supplémentaires qui seront refoulés dans l'extrême pauvreté. L'insécurité alimentaire, la malnutrition sur le continent se sont aggravées. 20 millions de personnes entre 34, de 20 millions de personnes à entre 34 et 43 millions de personnes sont menacées par la faim et la malnutrition en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Et de 15 à 50 millions de personnes sont menacées de faim. Les secteurs les plus vulnérables concernent, comme on a dit, l'hébergement et les services de restauration, la fabrication, le commerce de gros et de détail, ainsi que le milieu d'agriculteurs qui produisent pour le marché urbain. Les restaurants, parce que les mesures de confinement, d'interdiction d'événements publics, ça touche vraiment les restaurants. Emploi, perte d'emploi estimée à entre 25 et 30 millions d'emplois dans le secteur formel et informel. Licenciement prévu de entre 10 et 30% du personnel. Et secteur privé, les petites et moyennes entreprises, il y a des défis commerciaux allant de la fermeture d'entreprises, du manque de flux de trésorerie
opérationnelle, de la gestion de la main-d'œuvre, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de la baisse de la demande et de la réduction des opportunités pour rencontrer de nouveaux clients. La plupart des entreprises fonctionnent à leur plus faible capacité. Qu'est-ce qu'on a appris comme leçon? On apprend de cette pandémie de COVID-19 au jour le jour. L'apprentissage et l'adaptation sont essentiels à la réussite. L'un des principaux enseignements tirés est que les approches fondées sur les droits de l'homme et de l'autonomisation des communautés doivent être au centre de toute réponse à la pandémie. Si on fait une discrimination, le recours excessif au droit pénal, réduction de l'espace opérationnel de la société civile et l'absence de mesures proactives pour respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme, ça peut entraver la mobilisation des communautés pour répondre aux problèmes de santé. Un ingrédient nécessaire pour une réponse efficace. C'est pour dire que quand on dit confinement, les populations ne doivent pas bouger alors que les populations s'attendent à aller dans un marché de bétail ou de produits vivriers. Évidemment, il faut avoir cet engagement pour que cette décision puisse passer. Donc, c'est la même chose, des réponses trop restrictives, en particulier celles qui ne tiennent pas compte des réalités vécues par les communautés, c'est ce que je viens de dire, et une application violente et coercitive peut miner la confiance plutôt que de favoriser le respect des lois. Les conséquences socio-économiques de cette pandémie sont pires et durables et une action rapide, coordonnée, est nécessaire pour donc réduire la transmission et se protéger contre les effets plus larges du virus. Il est indispensable de disposer de données précises, fiables et transparentes, okay? Non seulement pour lutter contre la pandémie, mais aussi pour réduire les incertitudes et doter la confiance à tous les niveaux de l'économie et de la société, y compris le travail. Une baisse de confiance ou un manque de confiance affecte les dépenses des consommateurs et les investissements des entreprises. Les lieux de travail sont des centres névralgiques pour diffuser des informations, pour communiquer et sensibiliser sur la sécurité et la santé au travail, y compris les mesures de protection et de prévention, visant à réduire la propagation des maladies infectieuses, notamment COVID-19. Je mentionne l'exemple du communiqué du ministre du Travail du Burkina Faso. C'est un communiqué qui date d'hier, 15 décembre, et qui fait remarquer que les chiffres de COVID-19 au Burkina Faso ont commencé par augmenter cette dernière semaine, comme nous l'avons vu dans le graphique. Et le communiqué est en direction, c'est le ministre du Travail, donc c'est sur les lieux de travail, et demande à tout le monde de respecter les mesures barrières, de faire attention, et c'est normal, ça s'explique parce que nous venons de terminer une campagne électorale et il y avait beaucoup de mouvements de population. Nous disons que contrairement aux approches parcellaires, les interventions d'ampleur peuvent faire la différence, surtout quand elles sont dotées de ressources généreuses. Par exemple, des politiques fiscales proactives, des solutions politiques innovantes, des programmes de transfert en espèces, ça peut, à l'attention de certains groupes cibles, ça peut aider. Donc, non, il faut viser, il faut veiller à préserver le niveau de vie des populations affectées et stimuler donc une bonne demande. Toujours leçon apprise, les segments de la main-d'œuvre qui sont les plus touchés requièrent une attention particulière. Il est fondamental de privilégier l'emploi, y compris le travail indépendant, pour faciliter le processus de développement. Une préparation à tous les niveaux est essentielle pour atténuer les effets et augmenter la résilience en protégeant les emplois,
les entreprises et les moyens d'existence. Donc, création de fonds de protection d'emploi, c'est ce que tous les pays ont fait cette initiative-là. Donc, dialogue social entre gouvernements, partenaires sociaux, s'il est constructif, joue un rôle crucial pour élaborer des réponses efficaces au niveau de l'entreprise, du secteur d'activité et au niveau macroéconomique, comme l'ont démontré les crises économiques historiques. Alors, perspective et remarque finale, c'est on espère sur le vaccin. Donc, l'effectivité de la découverte du vaccin efficace à plus de 90%, donne l'espoir d'une meilleure approche globale. Le renforcement des systèmes de santé et l'accroissement des ressources financières en Afrique de l'Ouest devrait permettre de rendre plus résiliente cette partie du monde et la préparer mieux aux prochaines épidémies. L'Afrique de l'Ouest sera confrontée à des défis d'ordre financier pour se procurer effectivement ces vaccins pour tous. Il faudrait que nos gouvernements commencent par s'y préparer. À défaut, une distribution ciblée, si on ne peut pas avoir pour tous, il faut mettre l'accent sur les plus vulnérables. Les défis logistiques sont à prendre en compte pour l'acheminement et conservation adéquate des vaccins. OK. Et il y a eu des rumeurs déjà sur des vaccins pas efficaces et tout ça, mais j'espère que nos dirigeants suivent de près le développement de ces vaccins et l'administration de ces vaccins. La réponse coordonnée et précoce des pays membres de l'Afrique de l'Ouest a permis de limiter le nombre de cas. Ça, c'est vraiment important. Dès les premières réunions à Abuja, on a pris les mêmes décisions, confinement, fermeture des frontières, et tous les pays ont rimé au même diapason. Surveillance serrée afin de détecter toute augmentation significative. Alors, on doit regarder de près les périodes de fête qui s'annoncent pour détecter toute augmentation de cas. Malgré cette pandémie qui épouse durement son économie et son système de santé, l'Afrique de l'Ouest se devrait de mieux investir dans la préparation dans les épidémies et faire une utilisation plus accrue de la télémédecine. Voilà répertorier quelques références, ouvrages que nous avons consultés pour préparer cette présentation. Merci de votre aimable attention et puis nous sommes à votre écoute. Je dois ajouter qu'il y a des jeunes soldats, tous médecins santé publique, qui travaillent sur COVID-19. Il y a un qui est au Congo, République démocratique du Congo, docteur Koulibaly. Soumaïla, je ne sais pas s'il nous suit actuellement. Il y a un qui est au Nigeria, à l'OAS, docteur Onésime Katraye. Il y a un qui est au Burkina, docteur Ulrich Katraye. Merci à tous pour vos contributions. Voilà. Merci beaucoup, docteur Katraye. Donc, je laisserai peut-être Dr Soto à poser sa question. Une minute. Je n'ai pas compris, il y avait un écho. J'ai dit que je te laissais la parole. Ah bon, d'accord, excusez-moi. D'accord. D'abord, merci beaucoup, Joseph. On se connaît depuis longtemps. On se voit maintenant dans ces contextes de pandémie, mais ça m'a fait plaisir ta présentation. J'ai un commentaire concernant, ça frappe quand même malgré toutes les limitations que peut avoir les registres de données en Afrique. Et ça frappe la létalité assez faible, presque un tiers de ce qu'on observe dans des pays industrialisés, et particulièrement
ici au Canada, au Québec. Est-ce qu'on peut en partie expliquer cette létalité en marge des statistiques? Parce qu'au moins, les décès, c'est quelque chose de beaucoup plus tangible et vous avez des cas confirmés. Le fait que l'Afrique est une population jeune, donc principalement les personnes âgées sont beaucoup moins présentes et ici sont présentes, ne sont pas nécessairement dans des centres de personnes âgées comme ici. Et l'autre que j'ai pu constater aussi en Afrique, c'est la participation communautaire. Ça veut dire que est-ce que la population accepte ou accepte mieux que ce qu'on observe ici, les mesures qui ont été données, comme par exemple le port de masque. J'ai vu que depuis le mois de mai, vous avez préconisé le port de masque. Donc, est-ce que c'est une participation communautaire plus importante et que sont peut-être des facteurs qui ont quelque part contrôlé cette létalité? Voilà. Merci bien. Est-ce qu'on répond en même temps? Oui, oui. Oui, OK. Et je voudrais savoir, est-ce que mes amis sont sur le panel? Docteur Muriel, docteur... si oui, bon, après une question, vous pouvez compléter. Alors, je commence par la dernière, la participation communautaire, le port de masque, est-ce que c'est accepté? Je prends l'exemple du Bénin. Et vraiment, il y a la veille policière. Il y a la police qui est dans les rues et qui réprimande ceux qui ne portent pas de masque. Parce que on a aussi eu le port de casque pour parce qu'il y a beaucoup de motos. Et depuis quelques années, la police aussi surveille et réprimande ceux qui n'ont pas leur casque. Donc, c'est ce dispositif qui a été utilisé pour faire accepter le port de masque, j'allais dire, au Bénin. Au Burkina aussi, c'est pareil. De temps en temps, la police sort pour insister pour que le port de masque soit respecté. Mais les médias, télévision, radio, tous ces différents médias insistent sur le port de masque. Donc, il y a vraiment une bonne communication dans la population pour expliquer la maladie. C'est un peu pour ça que le port de masque, j'allais dire, plus ou moins accepté. Concernant la létalité, effectivement, elle est faible. Elle est faible. Bon, de façon générale, mais quand même, il y a certains pays tels que le Libéria où on a plus de 4%. Alors, les personnes âgées qui, normalement, sont les cibles vraiment vulnérables, dans nos régions, les personnes âgées ne sont pas en contact avec la grande population. Les personnes âgées sont gardées dans les familles. Il n'y a pas de maison j'allais dire, pour personnes âgées. Chaque petite famille garde ces personnes âgées. Bon, ça peut expliquer un peu cette faible létalité. On a pensé que quand on regarde un peu les données de létalité, les pays qui sont, j'allais dire, avec la grande chaleur, ça a tendance à ne pas être trop élevé. Les pays d'Afrique du Nord, voilà, la létalité est importante, et Afrique du Sud aussi, où les températures sont plus basses, la létalité est un peu importante. Est-ce que les collègues sont à côté pour compléter? Non? Oui, oui, docteur Katraé, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ah, ça, c'est docteur Docteur Ulrich Katraé du Burkina Faso.
En complément à ce que vient de dire Dr Katra, il faut dire qu'au début de la pandémie, c'est vrai que les pays africains ont pris des mesures très fortes et initialement, nous n'avions pas vraiment de mission intercommunautaire de cette pandémie. Il faut dire que la plupart des cas recensés étaient au début de la pandémie, c'était vraiment les retours de voyageurs, étaient vraiment des communautés, un peu les travailleurs étrangers internationaux dans certaines structures. Donc, on n'avait pas vraiment une transmission intercommunautaire, ce qui a plus ou moins limité un peu l'impact et surtout la létalité de cette maladie. Il faut dire que également, bon, il y a cette hypothèse que les pays chauds, qui n'est pas encore confirmé quand même, que les pays chauds ont moins, la pandémie a un moindre impact dans ces pays. Et enfin, quand même, notamment au Burkina Faso, il y a eu des essais dès le début de la maladie, et notamment avec l'hydroxychloroquine et puis d'autres molécules qui ont été autorisés par le ministère de la Santé. Il y a eu des protocoles thérapeutiques qui ont été autorisés par le ministère de la Santé dans la prise en charge des personnes, des cas confirmés. Et nous pensons que tous ces facteurs mis ensemble ont eu pour conséquence de minimiser un peu les décès potentiels que nous avons. Merci. Merci beaucoup pour avoir complété. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes et j'aimerais adresser peut-être une question dans le module conversation, puis il y a Sophie Bonnet aussi qui a sa main levée. Peut-être dans le module conversation, on avait demandé un peu des questions sur la validité, un peu là, pas la validité, mais un peu de quelle façon vous obtenez vos données sur les statistiques de surveillance, comment vous vous assurez de la degré de confiance et leur complétude et l'exactitude. Et dans le même sens, s'il y avait des statistiques sur le Cameroun, il y avait Monique Isler là, qui demandait ça également. Donc, je ne sais pas si vous pouvez... Puis, une autre question, c'était un peu sur la chimiothérapie, un peu là, sur quelle base vous avez... elle a été recommandée. Donc, je ne sais pas si vous pouvez rapidement adresser la question sur la surveillance. Et après ça, on pourrait voir à répondre à la question de Sophie. OK, la validité des données. Il faut dire que avec l'épidémie d'Ebola, et même avant l'épidémie d'Ebola, tous les pays en Afrique de l'Ouest, sous l'égide de l'OMS, depuis les années 90, ont accepté et adopté ce qu'on appelle la surveillance intégrée. Donc, chaque pays a un document de guide pour définir, comme je disais tantôt là, avant de surveiller quelque chose, il faut savoir, il faut le connaître, il faut le définir. Donc, il y a la définition des cas pour toutes les maladies. Et dans le cas de COVID-19, avant qu'on ne commence, il y a eu définition de cas. Il y a un document donc de l'OMS qui a défini les cas de COVID-19, toujours selon le même schéma type, à savoir toute pathologie, toute maladie, on définit un cas suspect, un cas probable et un cas confirmé. Donc, tous les pays ont fait une mise à jour de leur guide de surveillance et ont commencé par surveiller COVID-19 en fonction de la définition qui a été donnée. C'est pour dire que tout le monde définit, tout le monde parle le même langage. Et les données déclarées par chaque pays sont communiquées à l'antenne, j'allais dire, sous-régionale qui est basée au Nigeria, à Abuja. Alors, la petite différence, c'est que tous les pays ont un calendrier de notification. Par exemple, quand on dit semaine 1 de notification, ça commence à peu près à partir de première semaine de janvier pour tous les pays. Mais l'OAS étant mis en place après, a adopté ce qu'on
son calendrier de notification épidémiologique. Donc, partant du fait qu'on a une bonne définition de cas et que les agents de surveillance sont formés pour appliquer cette définition de cas, on espère qu'on a une validité acceptable donc, des données. Statistiques de Cameroun. Je peux chercher, je pense que Muriel n'est pas sur la ligne, mais c'est l'OAS, il y a les données de l'OAS, on peut regarder dans les données de l'OAS pour extraire, pour fournir les statistiques de Cameroun au besoin. Est-ce que... Oui, ben, je pense que ça répond. Comme il reste 4 minutes, j'aimerais peut-être laisser la parole à Sophie Bonnet, puis peut-être les autres questions qui sont dans le module conversation, je vous les enverrai, Dr. Catraillé, puis on pourrait peut-être y répondre, puis je les acheminerai aux membres. OK. Donc, Sophie, je te laisse la parole. Donc, oui. Juste désactiver. Ah, allô, Sophie. Bonjour Mireille, bonjour à tous. Bonjour, docteur. Moi, je travaille avec l'ONG Solidarité Internationale. On travaille à Djibo et à Kongoussi. Et justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un système d'alerte précoce, de surveillance qui est mis en place au niveau des communautés, justement dans ces zones-là, auprès des communautés déplacées, parce que ça permettrait justement de détecter les cas. Puis après, ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a justement un système de référencement pour les cas qui sont détectés? Et est-ce que c'est fait avec des partenariats avec par exemple, des ONG internationales, je pensais MSF ou Alima qui pouvaient être là-bas. Mais donc voilà, une question sur le système de surveillance d'alerte précoce, puis une autre sur le référencement des cas dans les zones un peu remote, un peu isolées. Merci. OK. Merci beaucoup à Djibo et à Kongoussi. Bon, il y a un système d'alerte précoce. Je dois dire que le système d'alerte précoce qui est en vigueur là-bas, c'est ce qu'on appelle, télégramme lettre hebdomadaire officielle. C'est-à-dire que il y a des maladies à déclaration obligatoire et hebdomadaire. Et le Burkina, nous l'avons développé et les districts le font. Djibo, Kongoussi le font. C'est ça les TLO. Maintenant, Djibo, attention, Djibo, je ris parce que c'est vraiment une zone d'insécurité actuellement. Ouais. C'est vraiment une zone d'insécurité actuellement. Les infirmiers, nous avons formé les infirmiers, c'est ça notre gros projet, projet d'appui à la surveillance épidémiologique qu'on a démarré en 1991. Nous avons formé les infirmiers à la définition de ces cas pour qu'ils puissent notifier hebdomadairement tous les cas à déclaration hebdomadaire. Mais Djibo, c'est, comme je dis, c'est le maire a été attaqué. La dernière fois, je viens de terminer une enquête dans le pays, je ne suis pas allé à Djibo. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des sous-notifications. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un système de référence? Le système de référence est au niveau du district. Donc, il y a des équipes dans les districts, mais encore une fois, Djibo reste problématique. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Mais Kongoussi, nord de Kongoussi aussi, Kongoussi fonctionne bien, mais au-delà de Kongoussi, l'insécurité, les djihadistes sont là. On ne peut pas s'assurer qu'on a la complétude des données dans ces zones d'insécurité. D'accord. Donc, il n'y a pas, en fait, les agents de surveillance ne peuvent pas aller sur place et faire et aller détecter les cas et ensuite les mettre sur un smartphone et envoyer les données lorsqu'ils ont la connexion 3G. Je sais qu'au Nigeria, ils le font dans l'état de Borno avec eWars, avec l'OMS, mais je ne sais pas si c'est applicable au Burkina. Il y a certaines pathologies, par exemple, quand on surveille les décès maternels, les gens ont des tablettes. Ouais. Les gens ont des tablettes et quand il y a un décès maternel confirmé dans une localité, c'est mis sur smartphone et puis ça s'en va. OK. Alors maintenant,
au niveau du district, oui, il y a un marque de saisie standard, mais dans les localités, on n'est pas encore arrivé là, je pense. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup, Dr. Cadraillé. Merci à tous ceux qui ont participé. Il est déjà 13 heures. On aimerait entretenir la discussion, mais malheureusement, on a doit tous retourner travailler. Pour vous, j'assume, il est présentement 7h, 19h le soir, donc on vous laisse finir votre journée. Donc, au nom de tous les membres de la communauté de pratique en épidémiologie terrain, on vous remercie pour cette belle présentation. J'ai envoyé le lien vers le questionnaire d'évaluation et je vous demanderai là, de peut-être répondre aux questions qui restaient. Donc, merci beaucoup. Et s'il y a encore des questions qui n'ont pas été posées, le module conversation est encore disponible, donc vous pouvez la poser. Je vais rassembler toutes ces questions-là. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Joseph. À la prochaine. À la prochaine.